Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. De créatures étranges, il y a des sylphes, des elfes, etc. Et baignant et résumant tout cela, une sorte d'esprit de chevalerie courtoise, un univers de contes médiéval, de romans de chevalerie et de chansons de gestes qui nous amènent dans la teinture celtique d'une tradition galloise. La plus ancienne mention qu'on ait de l'épopée du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde est relativement récente, beaucoup plus récente que tout ce que nous avons vu cette semaine, puisque on situe cette épopée dans l'actuelle Écosse aux alentours de 570, donc au VIe siècle de notre ère. Arthur est mentionné comme exemple du grand combattant. Ça voudrait dire que la légende arthurienne est fixée à cette époque. En fait, peut-être pas. C'est difficile à dire. Nombreux sont les spécialistes qui situent Arthur au 5e siècle, le vrai Arthur, le personnage d'origine, si je puis dire, à l'époque des envahisseurs saxons qui déferlent sur la Grande-Bretagne. À l'époque, on disait la Bretagne. Le fameux Arthur serait parvenu à chasser les envahisseurs en question hors de l'île. Et c'est du reste l'éclat de ses victoires militaires qui a fait son incroyable postérité. Mais depuis longtemps, un historien qui s'appelle Scott Littleton a démontré qu'il était possible de donner au cycle arthurien une origine plus lointaine, car du temps de l'occupation romaine en Bretagne, il y a eu un général romain qui, entouré de lanciers mercenaires, s'est fait sur place une réputation de très grand guerrier. Il faut savoir qu'au milieu du IIIe siècle de notre ère, donc en 250 après Jésus-Christ, quelques 5500 cavaliers sarmates ont été affectés à la défense du mur d'Adrien, ce mur qui marquait la frontière sud de l'Écosse. Ils étaient sous l'autorité d'un proconsul romain qui s'appelait Lucius Artorius, et cet Artorius, c'est le personnage qui aurait inspiré Arthur, la légende d'Arthur. Alors, ces Sarmates, me direz-vous, qui étaient-ils ? C'étaient des cavaliers redoutables, armés de lances et qui étaient originaires des steppes d'Asie centrale, des lanciers donc, mais aussi des cuirassiers avant la lettre. Ce sont les plus anciens cavaliers lourds de l'histoire militaire. De là à voir en eux le modèle des chevaliers de la table ronde, vous avouerez qu'il n'y a qu'un pas à franchir et que certains, évidemment, se sont empressés de le faire. Il y a d'ailleurs un film qui était paru, c'était en 2007, ce film s'appelait Le Roi Arthur, de Antoine Foucault, qui reprenait cette thèse et qui présentait Arthur comme un simple général romain. Il est vrai que l'identification très ancienne, cette thèse d'un Arthur antique, a pris du poids en 1990 puisqu'on a découvert une tombe aux limites de l'Écosse. On n'est pas loin d'une petite ville qui s'appelle Langtown, au nord de Carlisle. Et là, donc on est tout près du fameux mur d'Adrien. Et selon une historienne britannique, Norma Goodrich, la tombe en question daterait du IIIe siècle. Or, le petit bourg sur le territoire duquel cette tombe a été ouverte s'appelle Arthuret, ce qui en celte veut dire la tête d'Arthur. Tout ça est assez troublant et ça peut justifier les thèses un peu hardies. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors si un général Artorius si vous voulez, a profondément marqué ses contemporains lors de la défense du mur d'Adrien au IIIe siècle, il est concevable que son nom ait pu être cité dans une élégie martiale de la même région 3 siècles plus tard, et c'est comme ça qu'on aurait créé le personnage du roi Arthur. Alors vous allez me dire, ça c'est pour Arthur, mais qu'en est-il par exemple de Merlin ? Eh bien, si l'on en croit l'histoire britannique de Nennius qui remonte au IXe siècle, il y aurait eu, à la cour du prince gallois Gwendolew, un barde officiel qui portait le nom de Myrdin, ce qui a été traduit
par Merlinus en latin. Et ce Merlinus était sorcier. Et à la mort de son maître, lors d'une grande bataille en 573, il aurait perdu l'esprit, il se serait enfui dans la forêt épaisse pour y vivre en ermite, pour pas dire même en sauvage, et c'est là qu'il aurait acquis un don de prophétie qui aurait fait de lui le grand magicien Merlin. Serait-il possible, dès lors que la légende écossaise d'un général romain du IIIe siècle et la légende galloise d'un mage local du VIe siècle aient été réunies, synthétisées en quelque sorte pour créer une légende, la légende arthurienne? Oui, je pense que c'est possible et même plausible, ce qui veut dire que cette légende, en fait, s'appuierait sur deux sources totalement différentes. Elle ne devient une légende en tant que telle au XIIe siècle, et c'est parce qu'elle est écrite au XIIe siècle qu'elle acquiert cette dimension de roman courtois, de roman féodal. On va y revenir dans un instant. Auparavant, il faut peut-être raconter la légende dans ses grandes lignes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on a tellement raconté cette légende d'Arthur qui a donné naissance, bien sûr, à des opéras de Wagner, à des films d'Hollywood, à un dessin animé de Walt Disney, à une parodie des Monty Python, il faudrait peut-être pas les oublier, et puis à des bandes dessinées, des jeux vidéo, un très célèbre feuilleton à la télé française, n'est-ce pas? Bref, ce mythe fait partie de nos références culturelles principales. Et l'objet totem de cette légende, l'instrument magique de son ouverture, c'est la célèbre épée Excalibur. Et du reste, ce nom, l'étymologie est complexe, mais ce nom Excalibur apparaît au tout début de l'histoire. De quelle façon? Ça dépend des versions. Il y a tout, comme toujours avec ces légendes et ces héros, il y a toutes sortes de versions qui divergent. Mais concernant l'épée Excalibur, pour simplifier, soit c'est Merlin qui l'a fait apparaître dans son socle, soit c'est Viviane qui donne l'épée à Merlin afin qu'il la remette à son tour à Arthur. La légende arthurienne commence en tout cas avec l'apparition d'Excalibur. Il faut ajouter qu'elle finit également avec elle, puisque à la mort du roi, l'épée est remise à Viviane par un chevalier de la table ronde, et Viviane la jettera au fond du lac. Le but, c'est qu'elle ne puisse pas tomber entre de mauvaises mains, cette épée, bien sûr. Pour ce qui est du défi d'Excalibur, vous connaissez la légende, le trône est vacant, ce qui induit de terribles luttes entre les grands barons. Et pour mettre un terme à cette anarchie, l'enchanteur Merlin convoque les prétendants au trône à le rejoindre pour Noël. Et au cours de la nuit qui précède leur réunion, apparaît un rocher, certains disent que c'est une enclume, rocher dans lequel l'épée est fichée comme scellée dans la roche. C'est une sorte d'épreuve de vérité. La couronne reviendra à celui qui arrivera à déloger Excalibur. Et c'est Arthur qui s'y colle, c'est Arthur qui réussit en tout cas. Alors qui est-il? Il est le fils illégitime d'un ancien roi d'Angleterre, un chevalier mort au combat, Uther Pendragon, qui avait brillé par d'illustres conquêtes. Pendragon a connu un règne glorieux grâce à l'aide du mage Merlin, et à sa mort, c'est Merlin qui a accueilli le jeune Arthur et qui s'est chargé de son éducation. Pendragon était tombé amoureux de la reine Ygraine, qui était déjà mariée à un autre seigneur, le duc de Cornouailles. Alors, il a passé un pacte avec Merlin. Le temps d'une nuit, l'enchanteur devait donner à Uther l'apparence du mari d'Ygraine, afin qu'il puisse évidemment s'introduire dans sa chambre. On a déjà vu ça quelque part, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu ça au moins 2 fois au cours des mythes que nous avons évoqués pendant la semaine. Et en échange, Merlin a fixé une condition: que l'enfant qui va naître de cette nuit d'amour en quelque sorte, que cet enfant lui soit réservé comme disciple et comme dépositaire de son expérience. Et voilà comment Arthur va devenir en quelque sorte l'élève, le disciple du mage Merlin. Arthur finira par régner et par réaliser, grâce à l'aide de ses chevaliers et grâce à l'aide de Merlin aussi, des conquêtes. Il va rendre son royaume invulnérable, et par la suite, il se retire donc et demeure dans son château de Camelot. On peut dater de ce moment le début de la quête du Graal, lorsque ce sont ces chevaliers qui vont être en charge de partir à la recherche du célèbre vase ayant recueilli le sang du Christ à la Passion. Arthur
est marié, vous vous en doutez, sa femme s'appelle Guenièvre. Elle est, elle, la quintessence de la dame de cour. Elle symbolise un idéal féminin inaccessible. Inaccessible, sauf que l'un des chevaliers de la table ronde, Lancelot, qu'elle aimait déjà avant d'avoir épousé le roi, va essayer de la reconquérir. Comment Arthur a-t-il vendu la relation entre Lancelot et sa femme? Eh bien, c'est la fée Morgane qui avait emprisonné Lancelot dans son château, où elle conservait les amants infidèles, qui va prévenir le roi. Arthur bannit Lancelot, et Lancelot va devenir un cavalier errant. Vous savez, il est le chevalier qu'on voit parfois apparaître au milieu des brumes dans les forêts épaisses. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors comment est-ce que cette très vieille légende, issue elle-même de très vieilles traditions, a-t-elle vu le jour au XIIe siècle pour devenir un véritable récit? Bien, c'est là qu'intervient un érudit du Somerset, on est dans le sud-ouest de l'Angleterre, le docteur Robert Dunning, en 1977, a fait grand bruit dans le petit monde de la table ronde, si je puis dire, par des révélations qui ont été tellement importantes qu'elles ont été pas mal médiatisées à l'époque, donc en 1977. Selon lui, la légende arthurienne telle qu'elle s'est fixée et développée à partir du XIIe siècle, cette légende devrait beaucoup aux moines de l'abbaye anglaise de Glastonbury, donc dans le Somerset. Ce sont eux qui, brodant toute une histoire autour d'une fausse tombe royale, seraient à l'origine de la légende arthurienne. Glastonbury a été fondé à la fin du IIe siècle par des missionnaires du pape Éleuthère. Ce serait du reste la première église chrétienne de Grande-Bretagne, ce qu'on appelait à l'époque la Bretagne. Or, cette ancienne église du monastère flambe en 1184. Il faut la reconstruire. Et si les moines bénéficient certes d'un don généreux du roi qui règne à l'époque, et en 1184, qui règne sur l'Angleterre, c'est Henri de Plantagenet, bien entendu, ils n'ont pas assez d'argent. Il leur faut beaucoup de nouveaux dons pour aller au bout de leur entreprise. Et d'autant plus que le fils et successeur d'Henri, le roi Richard, cœur de lion, décide à son avènement en 1189 de couper les vivres à ses moines. Dunning nous apprend que c'est à ce moment-là que les fameux moines de Glastonbury se seraient mis à broder toute une légende autour de Joseph d'Arimathie et du Saint Graal et du chevalier Lancelot, et on aurait raccroché l'histoire du chevalier Lancelot à celle de ce vieux Arthur dont la tradition rapportait les exploits, etc. Ils ont brodé sur un canevas qui déjà avait été largement développé par un de leurs évêques, un historien-poète, si l'on veut, qui n'était autre que Geoffrey de Monmouth, le premier écrivain identifié de la légende arthurienne. Et par la suite, cette légende, elle va être reprise, formalisée. C'est paradoxalement sur le continent qu'elle va connaître son plus grand succès et sa forme la plus achevée sous la plume d'un poète français, le célèbre Chrétien de Troyes. C'est Chrétien de Troyes qui donne toute son ampleur à la légende de la table ronde et des chevaliers d'Arthur. Et puis c'est lui qui va surtout lui donner son tour courtois, cette espèce de grâce courtoise très particulière du XII-XIIIe siècle. Côté très raffiné, très chevaleresque, si vous voulez. Ça, c'est l'apport de Chrétien de Troyes. Ensuite, eh bien, siècle après siècle et jusqu'à nos jours, et d'une manière quasiment infinie, chaque génération a apporté sa petite pierre à l'édifice arthurien, si je puis dire. Et c'est ça qui fait une légende. Tous les grands mythes, tous ceux que nous avons évoqués pendant le cours de cette semaine, ont été le fruit d'ajouts, de retranchements, de transformations, de versions nouvelles. C'est un travail en permanente réécriture que le grand mythe au service de la gloire d'un grand héros. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faudra bien qu'il meure un jour, ce chevalier devenu roi Arthur. Il faudra qu'il trépasse et ce sera lors de son ultime bataille, la bataille de Camlann. Il affronte à ce moment-là son propre fils, un fils maudit d'étrange nature puisqu'il a eu ce fils avec sa demi-sœur Morgane.
Il s'appelle Mordred, le fils en question, bien entendu. Et Arthur et Mordred vont s'entretuer. On les voit se jeter littéralement l'un contre l'autre à cheval. On les voit rompre des lances. Arthur va être emmené au royaume des morts. Il y a quelque chose de celtique dans cette légende et c'est à Avalon, bien entendu, qu'il est emmené par les fées qui le récupèrent, qui vont s'occuper de son corps. Alors, qui participe à ce dernier voyage? Certains disent Morgane, d'autres Viviane, voire les deux. En tout cas, ce sont des fées qui sont venues le chercher sur le champ de bataille. Mais dans la légende, Arthur ne disparaît pas. Il est emmené dans ce lieu d'Avalon pour entamer une nouvelle phase de sa vie, une phase non terrestre, autant dire beaucoup plus durable et plus glorieuse encore. Vous écoutez Radio Classique.